Bien le bonsoir à tous et à toutes. Reprenons notre lecture. Il était hors de la zone sinistrée et les rues sordides avaient repris leur animation grouillante, comme s'il ne s'était rien passé. Il était près de 8 heures et les cafés que fréquentaient les prolétaires, on les appelait des bistrots, étaient combles. Par leurs crasseuses portes tournantes qui s'ouvraient et se refermaient sans cesse, venait une odeur d'urine, de sciure de bois et de bière aigre. Dans un angle formé par une façade en saillie, 3 hommes étaient groupés. Celui du milieu tenait un journal plié que les 2 autres étudiaient par-dessus son épaule. Avant même qu'il fût assez près pour déchiffrer l'expression de leur visage, Winston put constater leur état de tension par toutes les lignes de leur corps. C'étaient évidemment des nouvelles sérieuses qu'ils lisaient. Il les avait dépassés de quelques pas, quand soudain le groupe se disloqua et 2 hommes entrèrent dans une violente altercation. Ils semblèrent un moment presque sur le point d'en venir aux mains. « Est-ce que vous ne pouvez pas, bon sang, écouter ce que je vous dis ? Je vous dis qu'aucun nombre terminé par 7 n'a gagné depuis au moins 14 mois. »« Oui, il a gagné. »« Non, il n'a pas gagné. À la maison, j'ai tous les numéros gagnants depuis au moins 2 ans, inscrits sur un papier. Je les note aussi régulièrement qu'une horloge. Et je vous le dis, aucun nombre terminé par 7... »« Ouais, un 7 a gagné. Je pourrais presque vous dire ce sacré nombre. Il finissait par 407. C'était en février. La 2e semaine de février. T'es prune, votre février. J'ai tout noté, noir sur blanc. Et je vous dis, aucun nombre... »« Oh, la ferme, » dit le 3e homme. Il parlait de la loterie. Winston, 30 mètres plus loin, se retourna. Il discutait encore avec des visages pleins d'ardeur et de passion. La loterie et les énormes prix qu'elle payait chaque semaine étaient le seul événement public auquel les prolétaires portaient une sérieuse attention. Il y avait probablement quelques millions de prolétaires pour lesquels c'était la principale, sinon la seule raison de vivre. C'était leur plaisir, leur folie, leur calmant, leur stimulant intellectuel. Quand il s'agissait de loterie, même les gens qui savaient à peine lire et écrire semblaient capables de calculs compliqués et de prodiges de mémoire déconcertants. Il y avait toute une classe de gens qui gagnaient leur vie simplement en vendant des systèmes, des prévisions, des amulettes porte-bonheur. Winston n'avait rien à voir avec le mécanisme de la loterie qui était dirigé par le ministère de l'Abondance. Mais il savait en vérité, tout le monde dans le parti le savait, que les prix étaient pour la plupart fictifs. Il n'y avait que les petites sommes qui fussent réellement payées. Les gagnants des gros prix étaient des gens qui n'existaient pas. Ce n'était pas difficile à arranger, vu l'absence de toute réelle communication entre une partie et l'autre de l'Océania. Mais s'il y avait un espoir, il se trouvait chez les prolétaires. Il fallait s'accrocher à cela. La formule exprimée en mots paraissait raisonnable. C'est quand on regardait les êtres humains qui vous croisaient sur le pavé qu'elle devenait un acte de foi. La rue dans laquelle Winston avait tourné descendait une colline. Il avait l'impression de s'être déjà trouvé dans ces parages, et qu'il y avait, pas très loin, une artère importante. Un vacarme de voix criardes venait de quelque part en avant. La rue fit un coup de brusque, puis se termina par un escalier qui menait à une allée encaissée où quelques marchands vendaient en plein air des légumes fanés. Winston alors reconnut l'endroit. L'allée s'ouvrait sur la rue principale et au premier tournant, à moins de 5 minutes, se trouvait le magasin d'antiquités où il avait acheté le livre neuf qui était maintenant son journal. Pas très loin, dans une petite papeterie, il avait acheté son porte-plume et sa bouteille d'encre. Il s'arrêta un instant en haut de l'escalier. De l'autre côté de l'allée, il y avait un petit bistrot sale dont les fenêtres paraissaient couvertes de givre, mais qui était simplement en réalité enduite de poussière. Un très vieil homme, courbé mais actif, dont les moustaches blanches se hérissaient comme celles d'une crevette, poussa la porte tournante et entra. Tandis que Winston le regardait, il lui vint à l'idée que le vieillard, qui devait avoir au moins 80 ans, était déjà un homme mûr au moment de la Révolution. Lui, et quelques autres comme lui, étaient les derniers liens existant actuellement avec le monde capitaliste disparu. Dans le parti lui-même, il ne restait pas beaucoup de gens dont les idées avaient été formées avant la Révolution. La vieille génération avait en grande partie été balayée au cours des grandes épurations qui avaient eu lieu entre 1950 et 1970. Le petit nombre de ceux qui avaient survécu avait depuis longtemps été amené, terrifié, à une complète abdication intellectuelle. S'il y avait quelqu'un au monde capable de faire un exposé exact des conditions de vie dans la première partie du siècle, ce ne pouvait être qu'un prolétaire. Winston se remémora soudain le passage du livre d'histoire qu'il avait copié dans son journal, et une folle impulsion s'empara de lui. Il irait dans le bistrot.
il réussirait à entrer en relation avec le vieillard, puis il le questionnerait. Il lui dirait « Parlez-moi de votre vie quand vous étiez un petit garçon. À quoi ressemblait-elle à cette époque? Les choses étaient-elles meilleures ou pires qu'à présent ?» Il pressa le pas pour ne pas se donner le temps d'avoir peur, puis descendit les marches et traversa la rue étroite. C'était une folie, naturellement. Comme d'habitude, il n'y avait pas de règle précise interdisant de parler aux prolétaires et de fréquenter leur café. Mais c'était un acte beaucoup trop inhabituel pour qu'il ne fût pas remarqué. Si la patrouille apparaissait, il alléguerait une faiblesse subite. Mais il était peu probable qu'on dût y ajouter foi. Il poussa la porte, et une horrible odeur caséeuse de bière aigre le frappa au visage. Comme il entrait, le bruit des voix diminua de la moitié environ de son volume. Il sentit derrière lui tous les regards fixés sur sa combinaison bleue. Une partie de flèche qui était en train à l'autre extrémité de la pièce fut interrompue pendant 30 secondes au moins. Le vieillard qui l'avait suivi était au bar, où il discutait avec le barman. Un jeune homme grand, corpulent, au nez en bec d'aigle, aux avant-bras énormes. Un groupe de consommateurs, des verres à la main, les entourait et suivait la scène. « Je vous parle assez poliment, pas ?» disait le vieillard en redressant les épaules d'un air batailleur. « Vous dites que vous n'avez pas un verre d'une pinte dans tout votre bon son de bistrot ?»« Nom de nom, qu'est-ce que c'est qu'une pinte ?» demanda le barman en se penchant en avant, l'extrémité de ses doigts appuyée au comptoir. « Entendez-moi ça, ça s'appelle barman et ça ne sait pas ce que c'est qu'une pinte. »« Quoi, une pinte? C'est un demi-quart. Et il y a 4 quarts dans un gallon. La prochaine fois, faudra vous apprendre à la baisser. »« Jamais entendu parler de ça, » répondit brièvement le barman. « Litres et demi-litres, c'est tout ce que nous servons. Voilà les verres sur l'étagère devant vous. »« Je veux une pinte, » persista le vieillard. « Vous pouvez bien me soutirer une pinte. Nous n'avions pas de ces bons sons de litres quand j'étais un jeune homme. »« Quand vous étiez jeune, nous vivions tous au sommet des arbres, » dit le barman avec un coup d'œil aux autres consommateurs. Il y eut un bruyant éclat de rire, et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla disparaître. Le visage au poil blanc du vieillard s'était enflammé. Il se détourna en marmonnant et se heurta à Winston qui le prit gentiment par le bras. « Un verre ?» demanda-t-il. « Vous êtes un homme, » dit l'autre en redressant les épaules. Il ne paraissait pas avoir remarqué la combinaison bleue de Winston. « Une pinte !» ajouta-t-il agressivement à l'adresse du barman. « Une pinte de Wallop !» Le barman ouvrit et versa 2 demi-litres de bière d'un brun sombre dans des verres épais qu'il avait rincés dans un baquet sous le comptoir. La bière était la seule boisson qu'on pût obtenir dans les cafés de prolétaires. Les prolétaires n'étaient pas censés boire du gin, mais en pratique, ils pouvaient en obtenir assez facilement. Le jeu de va-et-vient des flèches battait son plein, et le groupe qui était au bar s'était mis à parler de billets de loterie. La présence de Winston, pour un moment, était oubliée. Il y avait sous une fenêtre une table de bois blanc, où le vieil homme et lui pouvaient parler sans crainte d'être entendus. C'était extrêmement dangereux, mais, en tout cas, il n'y avait pas de tel écran dans la pièce. Winston s'en était assuré aussitôt entré. « Il aurait pu me tirer une pinte », grommelait le vieillard en s'installant devant son verre. « Un demi-litre, c'est pas assez. On n'a pas son comptant, et tout un litre, c'est trop. Ça fait travailler ma vessie, sans compter le prix. » « Vous avez dû voir de grands changements depuis que vous étiez jeune, » dit timidement Winston. Les yeux bleu pâle du vieillard erraient de la cible des flèches au bar, et du bar à la porte, comme s'il pensait que c'était dans le bar que les changements avaient eu lieu. « La bière était meilleure, » dit-il finalement, « et moins chère. Quand j'étais jeune, la bière blonde, nous l'appelions Wallop. Elle coûtait 4 sous la pinte. C'était avant la guerre, bien sûr. » « Quelle guerre était-ce » demanda Winston. « C'est tout des guerres, » répondit vaguement le vieillard. Il prit son verre, redressa de nouveau les épaules. « À la vôtre. » Dans son cou étroit, la pomme d'Adam saillante fit un rapide et surprenant mouvement de va-et-vient, et la bière disparut. Winston alla au bar et revint avec 2 autres demi-litres. Le vieillard parut avoir oublié sa prévention contre l'absorption d'un litre entier. « Vous êtes beaucoup plus vieux que moi, » dit Winston. « Vous deviez être déjà un homme fait quand je suis né. Vous pouvez vous rappeler comment était la vie avant la Révolution. Les gens de mon âge ne connaissent réellement rien de ce temps-là. Nous pouvons seulement nous renseigner en lisant des livres.
mais ce que disent les livres peut ne pas être vrai. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Les livres d'histoire comptent que la vie avant la Révolution était absolument différente de ce qu'elle est maintenant. Il y avait une oppression, une injustice, une pauvreté terrible, pire que tout ce que nous pouvons imaginer. Ici, à Londres, la grande masse du peuple n'avait jamais rien à manger de la naissance à la mort. On travaillait 12 heures par jour. On laissait l'école à 9 ans, on couchait 10 dans une pièce. À la même époque, il y avait un tout petit nombre de gens, seulement quelques milliers, les capitalistes, disait-on, qui étaient riches et puissants. Ils possédaient tout ce qu'il y avait à posséder. Ils vivaient dans de grandes maisons somptueuses avec 30 serviteurs. Ils se promenaient en automobile ou en voiture à 4 chevaux, buvaient du champagne, portaient des hautes formes. Le visage du vieillard s'éclaira soudain. « Haute forme », répéta-t-il. « C'est drôle que vous en parlez. La même chose m'est venue dans l'esprit, seulement hier. Je sais pas pourquoi. Je me disais justement, il y a du temps que j'ai pas vu un haute forme. Tous partis, ouais. La dernière fois que j'en portais un, c'était à l'enterrement de ma sœur. Et c'était... Non, je pourrais pas vous dire la date. Mais ça devait être il y a 50 ans. Bien sûr, on l'avait seulement loué pour la circonstance, vous comprenez. Ce n'est pas très important, les hautes formes, dit Winston patiemment. Le point est que ces capitalistes et quelques hommes de loi et quelques prêtres qui vivaient d'eux étaient les seigneurs de la terre. Tout était pour eux. Vous, les gens ordinaires, les travailleurs, vous étiez leurs esclaves. Ils pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient vous embarquer pour le Canada comme des bestiaux. Ils pouvaient coucher avec vos filles s'ils le désiraient. Ils pouvaient vous faire fouetter avec quelque chose qu'on appelait le chat à 9 queues. Quand vous passiez devant eux, vous deviez enlever vos casquettes. Tous les capitalistes ne se déplaçaient qu'entourés d'une bande de laquais qui... Le visage du vieillard s'éclaira encore. « Laquais », dit-il. « Ça, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis bien longtemps. Laquais. Ça me ramène en arrière, vrai. Ça me revient, il y a combien d'années, je sais pas. Quelquefois, j'allais à Hyde Park dimanche après-midi entendre des types parler. L'armée du salut, les catholiques romains, les juifs, les indiens, il y en avait de toutes sortes. Et il y avait un type dont je peux pas vous dire son nom, mais un vrai bon orateur. C'était et éloquent. Et, il mâchait pas les mots. Laquais, il disait. Laquais de la bourgeoisie. Valet de la classe dirigeante. Parasite aussi était un de ses mots. Et aussi hyène. Il les appelait juste des hyènes. Bien sûr, il parlait du parti travailliste, vous comprenez. Winston avait l'impression qu'il jouait au propos interrompu. « Ce que je voudrais réellement savoir est ceci, dit-il. Pensez-vous que vous avez maintenant plus de liberté qu'à cette époque? Est-ce que vous êtes davantage traité comme un être humain? Dans l'ancien temps, les gens riches, les gens qui dirigeaient... » Le vieillard eut une réminiscence. « La chambre des lords, jeta-t-il. La chambre des lords, si vous voulez. Ce que je vous demande est si ces gens pouvaient vous traiter en inférieur simplement parce qu'ils étaient riches et vous pauvres. Est-ce vrai, par exemple, que vous deviez les appeler Monseigneur et enlever votre casquette quand vous les croisiez? » Le vieillard parut réfléchir profondément. Il but environ le quart de sa bière avant de répondre. « Ouais, dit-il. Ils aimaient qu'on les salue. Cela montrait le respect. J'aimais pas ça moi-même. Mais je le faisais assez souvent. Il fallait, comme on pourrait dire. » Et est-ce que c'était l'habitude? Je répète seulement ce que j'ai lu dans les livres d'histoire. Est-ce que c'était l'habitude que ces gens et leurs domestiques vous fassent descendre du trottoir dans le caniveau? « Un d'eux m'a poussé une fois, » dit le vieillard. « Je me souviens comme si c'était hier. C'était le soir des régates. Il était toujours bien tapageur les soirs de régates. Et je rentre dans un jeune type dans l'avenue Shaftesbury, tout à fait chic qui était. Chemise, plus haut de poil, par-dessus noir. Et comme il zigzaguait sur le trottoir, j'y rentrais dedans sans faire attention. Il dit, « Vous pouvez pas regarder où vous allez, non ?» Je dis, « Vous l'avez acheté, le bon sang de trottoir ?» Il dit, « Je vais vous tordre le cou si vous prenez ce ton. » Je dis, « Vous êtes ivre. Je vais vous aplatir dans une demi-minute. » Et vous ne croirez pas? Il a mis sa main sur ma poitrine et m'a donné un poussé qui m'a envoyé presque sous les roues d'un bus. Mais j'étais jeune en ce temps-là. Et j'en aurais lancé une, mais... Un sentiment d'impuissance s'empara de Winston. La mémoire du vieil homme n'était qu'un monceau de détails,
décombres de sa vie. On pourrait l'interroger toute une journée sans obtenir aucune information réelle. Les histoires du parti pouvaient encore être vraies à leur façon. Elles pouvaient même être complètement vraies. Il fit une dernière tentative. « Peut-être ne me suis-je pas exprimé clairement, dit-il. Ce que je veux dire est ceci. Vous avez vécu longtemps. Vous avez vécu la moitié de votre vie avant la Révolution. En 1925, par exemple, vous étiez déjà un homme. Diriez-vous, d'après vos souvenirs, que la vie en 1925 était meilleure qu'elle ne l'est maintenant? Ou était-elle pire? Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous vivre alors ou maintenant? C'est ce que vous attendez de moi, répondit-il. Vous attendez que je dise que je voudrais être encore jeune? Beaucoup de gens diraient qu'ils préféreraient être jeunes, si on leur demandait. Quand on arrive à mon âge, on n'est jamais bien. J'ai un vilaine chose aux pieds qui me font souffrir et ma vessie est terrible. Elle me fait sortir du lit 6, même 7 fois dans la nuit. D'autre part, il y a de grands avantages à être un vieillard. On n'a plus les mêmes embêtements, pas de trucs de femme, et c'est un grand avantage. Je n'ai pas vu une femme depuis au moins 30 ans, vous pouvez me croire. Le pas désiré. Ce qui est plus. Winston s'adossa à l'appui de la fenêtre. Il était inutile de continuer. Il allait acheter encore de la bière quand le vieillard se leva et se traîna en toute hâte vers l'urinoir puant qui était à côté de la salle. Le demi-litre supplémentaire le travaillait déjà. Winston resta assis 1 minute ou 2, les yeux fixés sur son verre vide, et remarqua à peine ensuite à quel moment ses pieds le ramenèrent dans la rue. En moins de 20 ans ou plus, réfléchit-il, on aura cessé de pouvoir répondre à cette simple et importante question. La vie était-elle meilleure avant la Révolution qu'à présent? En fait, on ne pouvait déjà pas y répondre, puisque les quelques survivants épars de l'ancien monde étaient incapables de comparer une époque à l'autre. Il se rappelait un millier de choses sans importance. Une querelle avec un collègue, la recherche d'une pompe à bicyclette perdue, l'expression de visage d'une sœur morte depuis longtemps, les tourbillons de poussière par un matin de vent d'il y avait 70 ans. Mais tous les faits importants étaient en dehors du champ de leur vision. Ils étaient comme des fourmis. Elles peuvent voir les petits objets, mais non les gros. La mémoire était défaillante et les documents falsifiés. La prétention du parti à avoir amélioré les conditions de la vie humaine devait alors être acceptée, car il n'existait pas et ne pourrait jamais exister de modèle à quoi comparer les conditions actuelles. Le cours des réflexions de Winston fut brusquement interrompu. Il s'arrêta et leva les yeux. Il se trouvait dans une rue étroite bordée de quelques petites boutiques sombres, disséminées parmi des maisons d'habitation. 3 globes de métal décolorés, qui paraissaient avoir dans le temps été dorés, étaient suspendus immédiatement au-dessus de sa tête. Il lui semblait reconnaître l'endroit. Naturellement. Il se trouvait devant le magasin d'antiquités où il avait acheté l'album. Un frisson de peur le traversa. Acheter l'album avait d'abord été un acte suffisamment imprudent. Il s'était juré de ne jamais revenir dans les environs du magasin. Mais sitôt qu'il avait laissé vagabonder sa pensée, ses pieds l'avaient de même ramené là. C'était précisément contre ces sortes d'impulsions, qui étaient de véritables suicides, qu'il avait espéré se garder en écrivant son journal. Il remarqua au même instant que le magasin était encore ouvert, bien qu'il fût près de 9 heures. Avec l'impression qu'il serait moins remarqué à l'intérieur que s'il traînait sur le trottoir, il passa la porte. Si on le questionnait, il pourrait dire avec vraisemblance qu'il essayait d'acheter des lames de rasoir. Le propriétaire venait d'allumer une suspension à pétrole qui répandait une odeur trouble, mais amicale. C'était un homme de 60 ans peut-être, frêle et courbé, au nez long et bienveillant, dont les yeux, au regard doux, étaient déformés par des lunettes épaisses. Ses cheveux étaient presque blancs, mais ses sourcils broussailleux étaient encore noirs. Ses lunettes, ses gestes affairés et courtois, et le fait qu'il portait une jaquette de velours noir usé, lui prêtaient un vague air d'intellectualité, comme s'il avait été quelque homme de lettres, ou peut-être un musicien. Sa voix était douce, comme désuète, et son accent moins vulgaire que celui de la plupart des prolétaires. « Je vous ai reconnu sur le trottoir, » dit-il immédiatement. « Vous êtes le monsieur qui avait acheté l'album de souvenirs de jeune femme. C'était un superbe morceau, certes. Verger blanc, on appelait ce papier. On n'en a pas fabriqué comme cela depuis...
Oh, je puis dire 50 ans. Il regarda Winston par-dessus ses lunettes. Désirez-vous quelque chose? Ou voulez-vous seulement jeter un coup d'œil? Je suis entré en passant, répondit vaguement Winston. Je ne désire rien de spécial. Tant mieux, dit l'autre, car je ne pense pas que je pourrais vous satisfaire. Il fit un geste d'excuse de sa main à la paume grassouillette. Vous voyez comment c'est. On pourrait dire un magasin vide. De vous à moi, le commerce d'antiquité est mort. Plus aucune demande, plus de marchandises. Meubles, porcelaine, verre, tout s'est cassé au fur et à mesure. Et naturellement, la marchandise en métal, en grande partie, a été fondue. Il y a des années que je n'ai vu un bougeoir en cuivre. Des années. L'intérieur étroit du magasin était en fait bourré jusqu'à être inconfortable. Mais il n'y avait presque rien qui eût la moindre valeur. L'espace du parquet libre était très réduit car tout autour, sur les murs, d'innombrables cadres poussiéreux étaient empilés. Il y avait en devanture des plateaux d'écrous et de boulons, des ciseaux usés, des canifs aux lames cassées, des montres ternies qui n'avaient même pas la prétention de pouvoir marcher, et d'autres bricoles de tout genre. Seul un fouillis d'objets dépareillés et de morceaux qui se trouvaient dans un coin, sur une petite table, tabatières laquées, broches en agate et autres, pouvait contenir quelque chose d'intéressant. Winston se dirigeait vers la table quand son regard fut attiré par un objet rond et lisse qui brillait doucement à la lumière de la lampe. Il s'en saisit. C'était un lourd bloc de verre, courbe d'un côté, aplati de l'autre, qui formait presque un hémisphère. Il y avait une douceur particulière rappelant celle de l'eau de pluie, à la fois dans la couleur et la texture du verre. Au milieu du bloc, magnifié par la surface courbe, se trouvait un étrange objet, rose et convoluté, qui rappelait une rose ou une anémone de mer. « Qu'est-ce que c'est » demanda Winston fasciné. « C'est du corail » répondit le vieillard. « Il doit provenir de l'océan Indien. On l'encastrait d'ordinaire dans du verre. Il y a au moins 100 ans que cet objet a été fabriqué, plus même, d'après son aspect. »« C'est une superbe chose » dit Winston. « C'est une belle chose » approuva l'autre. « Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le diraient aujourd'hui. » Il toussa. « Eh bien, si vous désiriez par hasard l'acheter, il vous coûterait 4 $. Je me souviens d'un temps où un objet comme celui-là aurait atteint 8 livres. Et 8 livres, c'était... je ne peux le calculer, mais c'était pas mal d'argent. Mais qui, aujourd'hui, s'intéresse aux antiquités authentiques, même aux peu qui en existent encore ?» Winston paya immédiatement les 4 $ et glissa dans sa poche l'objet convoité. Ce qui lui plaisait dans cet objet, ce n'était pas tellement sa beauté que son air d'appartenir à un âge tout à fait différent de l'âge actuel. Le verre doux et couleur d'eau de pluie ne ressemblait à aucun verre qu'il eût jamais vu. L'apparente inutilité de l'objet le rendait doublement attrayant. Winston, pourtant, devinait qu'il devait avoir été fabriqué pour servir de presse-papier. Il était très lourd dans sa poche, mais heureusement la bosse qu'il formait n'était pas très apparente. C'était un objet étrange, même compromettant pour un membre du parti. Tout ce qui était ancien, en somme tout ce qui était beau, était toujours vaguement suspect. Le vieillard, après avoir reçu les 4 $, était devenu beaucoup plus enjoué. Winston comprit qu'il en aurait accepté 3, ou même 2. « Il y a une autre pièce là-haut qui pourrait vous intéresser, » dit-il. « Elle ne contient pas grand-chose, quelques objets seulement. Nous prendrons une lampe pour monter. » Il alluma une lampe et précéda Winston dans un escalier aux marches raides et usées, puis le long d'un passage étroit. La pièce dans laquelle ils entrèrent ne donnait pas sur la rue. Elle avait vue sur une cour pavée de galets et une forêt de cheminées. Winston remarqua que les meubles étaient encore disposés comme si la pièce devait être habitée. Il y avait une carpette sur le parquet, un tableau ou deux au mur, et tiré près de la cheminée, un fauteuil profond et usé. Une horloge ancienne en verre, qui n'avait que 12 chiffres sur son cadran, faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Sous la fenêtre, un grand lit, sur lequel se trouvait encore un matelas, occupait près du quart de la pièce. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme, » dit le vieillard en s'excusant à demi. « Je vends le mobilier petit à petit. Voilà un beau lit de mahogany, ou du moins, ce serait un beau lit si on pouvait en enlever les punaises. Mais j'ose dire que vous le trouveriez un peu encombrant. »
Il soulevait la lampe pour éclairer toute la pièce, et dans la chaude lumière douteuse, l'endroit apparaissait curieusement hospitalier. L'idée traversa l'esprit de Winston qu'il serait probablement très facile de louer la pièce pour quelques dollars par semaine, s'il osait s'y risquer. C'était une idée folle et impossible qui devait être abandonnée aussitôt que pensée. Mais la pièce avait éveillé en lui une sorte de nostalgie, une sorte de mémoire ancestrale. Il lui semblait savoir exactement ce que l'on ressentait en s'asseyant dans une pièce comme celle-ci, dans ce fauteuil auprès du feu, avec les pieds sur le garde-feu et une bouilloire à côté du foyer. Être absolument seul, dans une paix complète, sans personne qui vous surveille, sans voix qui vous poursuive, n'entendre que le chant de la bouilloire et le tic-tac amical de l'horloge. Il n'y a pas de tel écran. Ne put-il s'empêcher de murmurer. « Oh, fit le vieil homme, je n'en ai jamais eu, c'est trop cher. Et je n'en ai d'ailleurs jamais senti le besoin. Voilà une jolie table pliante dans ce coin, mais naturellement, si vous vouliez vous servir des bâtons, il vous faudrait mettre de nouveaux gonds. » Il y avait une toute petite bibliothèque dans l'autre coin, et déjà Winston se dirigeait de ce côté. Elle ne contenait que des livres sans intérêt. La chasse aux livres et leur destruction avaient été faite avec autant de soin dans les quartiers prolétaires que partout ailleurs. Il était tout à fait improbable qu'il existât, quelque part dans l'Océania, un exemplaire de livre imprimé avant 1960. Le vieil homme qui portait toujours la lampe était debout devant un tableau encadré de bois de rose qui était suspendu en face du lit, de l'autre côté de la cheminée. « Si par hasard vous vous intéressiez au vieux tableau, commença-t-il délicatement. Winston traversa la pièce pour examiner le tableau. C'était une gravure sur acier représentant un édifice de forme ovale aux fenêtres rectangulaires avec une petite tour en avant. Une grille entourait l'édifice et en arrière on voyait quelque chose qui semblait être une statue. Winston regarda un moment la gravure. Le tableau lui semblait vaguement familier, bien qu'il ne se souvînt pas de la statue. « Le cadre est fixé au mur, » dit le vieillard. « Mais je pourrais vous le dévisser si vous le désiriez. »« Je connais cet édifice, » dit finalement Winston. « C'est maintenant une ruine. Il est au milieu de la rue qui se trouve de l'autre côté du palais de justice. »« C'est exact. Il a été bombardé en... Oh, il y a pas mal d'années. À un moment, c'était une église. On l'appelait l'église Saint-Clément. » Il eut un sourire d'excuse, comme conscient de dire quelque chose de légèrement ridicule, et ajouta « Orange et citron disent les cloches de Saint-Clément. »« Qu'est-ce que cela ?» demanda Winston. « Oh, Orange et citron disent les cloches de Saint-Clément. C'est une chanson que l'on chantait quand j'étais un petit garçon. Je ne me souviens pas de la suite, mais je sais qu'elle se terminait ainsi. Voici une bougie pour aller au lit. Voici un couperet pour vous couper la tête. Les enfants levaient les bras pour que vous passiez en dessous, et quand on arrivait à « voici un couperet pour vous couper la tête », ils baissaient les bras et vous attrapaient. Toutes les églises de Londres y passaient, les principales du moins. Winston se demanda vaguement de quel siècle était l'église. Il était toujours difficile de déterminer l'âge d'un édifice de Londres. Tous ceux qui étaient vastes et imposants étaient automatiquement classés parmi les constructions d'après la Révolution s'ils étaient d'aspect raisonnablement nouveau. Mais tous ceux qui, visiblement, étaient plus anciens, étaient imputés à une période mal définie appelée Moyen-Âge. On considérait que les siècles du capitalisme n'avaient rien produit qui eût quelque valeur. On ne pouvait pas plus étudier l'histoire par l'architecture que par les livres. Les statues, les inscriptions, les pierres commémoratives, les noms de rues, tout ce qui aurait pu jeter une lumière sur le passé avait été systématiquement changé. « Je ne savais pas qu'elle avait été une église, » dit Winston. « Il y en a en réalité encore pas mal, » dit le vieillard. « Mais on leur a donné une autre affectation. » Quelle était donc la suite de cette chanson? Ah, je sais. Orange et citron disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. Là, maintenant, je ne peux aller plus loin. Un farthing était une petite pièce de cuivre qui ressemblait un peu à un cintre. Où était Saint-Martin? Demanda Winston. L'église de Saint-Martin? Elle est encore debout. C'est au square de la Victoire, contigu à la galerie de peinture. Un édifice qui a une sorte de porche triangulaire, des piliers en avant et un escalier monumental.
Winston connaissait bien l'endroit. C'était un musée affecté à des expositions de propagande de diverses sortes. Modèles réduits de bombes volantes et de forteresses flottantes, tableaux en cire illustrant les atrocités de l'ennemi et ainsi de suite. On l'appelait Saint-Martin-des-Champs, ajouta le vieillard, bien que je ne me souvienne d'aucun champ de ce côté. Winston n'acheta pas le tableau. Le posséder eût été encore plus incongru que posséder le presse-papier de verre. Et Winston n'aurait pu le transporter chez lui, à moins de l'enlever de son cadre. Mais il s'attarda quelques minutes de plus à parler au vieillard. Il découvrit que le nom de celui-ci n'était pas Weeks, comme on aurait pu le croire d'après l'inscription de la façade du magasin, mais Carrington. M. Carrington était, semblait-il, un veuf de 63 ans et habitait ce magasin depuis 30 ans. Il avait toujours eu l'intention de changer le nom qui était au-dessus de la fenêtre, mais ne s'était jamais décidé. Pendant qu'il causait, la moitié de la chanson rappelée continua à trotter dans le cerveau de Winston. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. C'était curieux, mais quand on se le disait, on avait l'illusion d'entendre réellement des cloches. Les cloches d'un Londres perdu qui existerait encore quelque part, déguisé et oublié. D'un clocher fantôme à un autre, il lui semblait les entendre sonner à toute volée. Pourtant, autant qu'il pouvait s'en souvenir, il n'avait jamais entendu dans la vie réelle sonner des cloches d'église. Il laissa M. Carrington et descendit seul l'escalier pour que le vieillard ne le vît pas étudier la rue avant de franchir la porte. Il avait déjà décidé qu'après un laps de temps raisonnable, disons 1 mois, il se risquerait à faire une nouvelle visite au magasin. Ce n'était peut-être pas plus dangereux que d'esquiver une soirée au centre. L'acte de folie le plus grave avait été d'abord de revenir là après avoir acheté l'album et sans savoir s'il pouvait se fier au propriétaire du magasin. Cependant, oui, pensa-t-il encore, je reviendrai. J'achèterai d'autres échantillons de beaux laissés pour compte. J'achèterai la gravure de Saint-Clément. Je l'enlèverai du cadre et la rapporterai chez moi cachée sous le haut de ma combinaison. J'extrairai le reste de la chanson de la mémoire de M. Carrington. Même le projet fou de louer la chambre du premier traversa encore son esprit. Pendant 5 secondes peut-être, l'exaltation le rendit inattentif, et il sortit sur le trottoir sans même un coup d'œil préliminaire par la fenêtre. Il avait même commencé à fredonner sur un air improvisé. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les... Son cœur se glaça soudain, et il sentit ses entrailles se fondre. Une silhouette revêtue de la combinaison bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du commissariat au roman, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'était pas difficile de la reconnaître. Elle le regarda en face, puis continua rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston se trouva trop paralysé pour se mouvoir. Puis il tourna à droite et s'en alla lourdement, sans remarquer à ce moment qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. De toute façon, une question était réglée. Il ne pouvait plus douter que la fille l'espionnait. Elle devait l'avoir suivi. Il n'était pas vraisemblable, en effet, qu'un pur hasard ait conduit sa promenade, le même après-midi, dans la même rue obscure et écartée que Winston, à des kilomètres de distance des quartiers où vivaient les membres du parti. C'était une coïncidence trop grande. Qu'elle fût réellement un agent de la police de la pensée, ou simplement un espion amateur, poussé par un zèle indiscret, importait peu. Le principal était qu'elle le surveillait. Elle l'avait probablement aussi vu entrer dans le café. Il lui fallait faire un effort pour marcher. Dans sa poche, le morceau de verre lui frappait la cuisse à chaque pas, et il eut presque envie de le jeter. Le pire était le mal au ventre. Pendant 2 secondes, il sentit qu'il mourrait s'il n'arrivait pas tout de suite à un water. Mais il ne devait pas y avoir de water public dans un tel quartier. Puis le spasme disparut, laissant une douleur sourde. La rue était une impasse. Winston s'arrêta, resta quelques secondes immobile à se demander vaguement ce qu'il allait faire, puis revint sur ses pas. Il pensa alors que la fille l'avait croisée il n'y avait que 3 minutes, et qu'en courant il pourrait la rattraper. Il la suivrait jusqu'à ce qu'ils fussent en quelque endroit désert, et il lui briserait le crâne avec un pavé. Le morceau de verre qu'il avait dans la poche serait assez lourd.
Mais il abandonna tout de suite cette idée, car même la pensée d'un effort physique quelconque était insupportable. Il ne pourrait courir. Il ne pourrait asséner un coup. En outre, elle était jeune et robuste, et se défendrait. Winston pensa aussi à se rendre rapidement au centre communautaire, et à y rester jusqu'à la fermeture, pour établir un alibi partiel pour l'après-midi. Mais cela aussi était impossible. Une lassitude mortelle l'avait saisi. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer vite chez lui, puis s'asseoir et être tranquille. Il était plus de 10 heures quand il arriva à son appartement. La lumière devait être éteinte au plus tard à 11h30. Il alla à la cuisine et avala une tasse presque remplie de gin de la Victoire. Puis il s'assit à la table de l'alcôve et sortit le livre du tiroir. Mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Au télécran, une voix de femme claironnante braillait un chant patriotique. Il était assis, les yeux fixés sur la couverture marbrée du livre, et il essayait sans succès de ne pas écouter la voix. C'était toujours la nuit qu'il venait vous prendre. Toujours la nuit. La seule chose à faire était de se tuer avant. Sans doute quelques personnes le faisaient. Beaucoup de disparitions étaient réellement des suicides. Mais il fallait un courage désespéré pour se tuer dans un monde où on ne pouvait se procurer ni arme à feu, ni poison rapide et sûr. Il pensa avec une sorte d'étonnement à l'inutilité biologique de la souffrance et de la frayeur, à la perfidie du corps humain qui toujours se fige et devient inerte à l'instant précis où un effort spécial est nécessaire. Il aurait pu réduire au silence la fille aux cheveux noirs, si seulement il avait agi assez vite. Mais c'était précisément l'imminence du danger qui lui avait fait perdre le pouvoir d'agir. Il pensa qu'au moment de crise, ce n'est pas contre un ennemi extérieur qu'on lutte, mais toujours contre son propre corps. En cet instant même, en dépit du gin, la douleur sourde qu'il sentait au ventre rendait impossible des réflexions suivies. Il en est de même, comprit-il, dans toutes les situations qui semblent héroïques ou tragiques. Sur le champ de bataille, dans la chambre de torture, dans un bateau qui sombre, les raisons pour lesquelles on se bat sont toujours oubliées, car le corps s'enfle jusqu'à emplir l'univers. Et même quand on n'est pas paralysé par la frayeur, ou qu'on ne hurle pas de douleur, la vie est une lutte de tous les instants contre la faim, le froid ou l'insomnie, contre des aigreurs d'estomac, ou contre un mal aux dents. Il ouvrit son journal. Il fallait y écrire quelque chose. La femme du télécran avait commencé une autre chanson. Sa voix semblait s'enfoncer dans le cerveau comme des éclats pointus de verre brisé. Il essaya de penser à O'Brien, pour qui ou à qui il écrivait. Mais sa pensée se porta sur ce qui lui arriverait après son arrestation par la police de la pensée. Si on était tué tout de suite, cela n'aurait pas d'importance. Être tué était ce à quoi on s'attendait. Mais avant la mort, personne n'en parlait, et tout le monde le savait. Il fallait passer par l'habituelle routine de la confession, ramper sur le sol en criant grâce, sentir le craquement des os que l'on brise, des dents que l'on émiette, et des touffes de cheveux sanguinolents que l'on vous arrache. Pourquoi devait-on supporter cela, puisque la fin était toujours la même? Pourquoi n'était-il pas possible de supprimer de sa vie quelques jours ou quelques semaines? Personne n'échappait à la surveillance, et personne ne manquait de se confesser. Lorsqu'on avait une fois succombé au crime par la pensée, on pouvait être certain qu'à une date donnée, on serait mort. Pourquoi cette horreur, qui ne changeait rien, devait-elle être comprise dans l'avenir? Il essaya cette fois, avec un peu plus de succès, d'évoquer l'image d'O'Brien. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres, lui avait dit O'Brien. Il savait ce que cela signifiait, ou pensait le savoir. Le lieu où il n'y avait pas de ténèbres était un avenir imaginé qu'on ne verrait jamais, mais que la pensée permettait d'imaginer. La voix du télécran qui criait dans son oreille l'empêcha de suivre plus loin le fil de sa pensée. Il porta une cigarette à sa bouche. La moitié du tabac lui tomba tout de suite sur la langue. C'était une poussière amère qu'il eut du mal à recracher. Le visage de Big Brother se glissa dans son esprit, effaçant celui d'O'Brien. Comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, il tira une pièce de monnaie de sa poche et la regarda. Dans le visage lourd, calme, protecteur,
Les yeux regardaient Winston. Mais quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire? Comme le battement lourd d'un glas, les mots de la devise lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. C'était le milieu de la matinée et Winston avait laissé sa cabine pour aller au lavabo. Une silhouette solitaire venait vers lui de l'extrémité du long couloir brillamment éclairé. C'était la fille aux cheveux noirs. 4 jours étaient passés depuis l'après-midi où il l'avait inopinément rencontrée devant le magasin d'antiquités. Lorsqu'elle fut plus près de lui, il vit qu'elle avait le bras droit en écharpe. Mais l'écharpe ne se voyait pas de loin parce qu'elle était de la même couleur que sa combinaison. Sa main s'était probablement prise tandis qu'elle tournait autour de l'un des énormes kaléidoscopes sur lesquels s'obtenaient les brouillons des plans de romans. C'était un accident commun au commissariat aux romans. Ils étaient peut-être à 4 mètres l'un de l'autre quand la fille trébucha et tomba presque à plat sur le sol. La douleur lui arracha un cri aigu. Elle avait dû tomber en plein sur le bras blessé. Winston s'arrêta net. La fille s'était relevée sur ses genoux. Son visage avait pris une teinte jaunâtre de lait, sur laquelle tranchait la couleur de sa bouche plus rouge que jamais. Ses yeux étaient fixés sur les siens, avec une expression de prière qui paraissait traduire plus de frayeur que de souffrance. Le cœur de Winston fut remué d'une étrange émotion. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer. Devant lui aussi était une créature humaine en détresse qui avait peut-être un os brisé. Déjà, il s'était instinctivement avancé pour l'aider. Quand il l'avait vue tomber sur son bras bandé, il avait cru sentir la douleur dans son propre corps. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il. « Ce n'est rien. Mon bras. Cela ira mieux dans une seconde. » Elle parlait comme si elle avait eu des palpitations. Elle était assurément devenue très pâle. « Vous n'avez rien de cassé ?»« Non, je vais très bien. J'ai eu mal sur le moment, c'est tout. » Elle tendit vers lui sa main valide et il l'aida à se relever. Elle avait repris des couleurs et paraissait beaucoup mieux. « Ce n'est rien, » répéta-t-elle brièvement. « Je me suis simplement un peu foulé le poignet. Merci, camarade. » Et sur ces mots, elle s'éloigna dans la direction qu'elle avait jusque-là suivie, aussi alerte que si réellement ce n'avait été rien. L'incident avait duré moins d'une demi-minute. Ne pas laisser les sentiments apparaître sur le visage était une habitude qui était devenue un instinct, et en tout cas, ils étaient debout juste devant un tel écran quand l'incident avait eu lieu. Néanmoins, il avait été très difficile à Winston de ne pas trahir une surprise momentanée, car pendant les 2 ou 3 secondes qu'il avait employées à la relever, la fille lui avait glissé quelque chose dans la main. Il n'y avait pas à douter qu'elle ne l'ait fait intentionnellement. C'était quelque chose de petit et de plat. En passant la porte des lavabos, il le mit dans sa poche et le tâta du bout des doigts. C'était un bout de papier plié en 4. Pendant qu'il était debout devant l'urinoir, il s'arrangea pour le déplier avec ses doigts. Il y avait sans doute écrit dessus un message quelconque. Il fut un moment tenté de rentrer dans un water et de le lire tout de suite. Mais il savait bien que cela aurait été une épouvantable folie. C'était l'endroit où on était le plus certain d'être continuellement surveillé par les télécrans. Il revint à sa cabine et, d'un geste désinvolte, jeta le fragment de papier parmi ceux qui se trouvaient sur le bureau. Puis il mit ses lunettes et d'une secousse rapprocha le télécran. 5 minutes, se dit-il. 5 minutes au bas mot. Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit effrayant. Heureusement, le travail qu'il avait en train était un travail de simple routine. C'était la rectification d'une longue liste de chiffres qui ne nécessitait pas une attention soutenue. Quoi que pût être ce qui était écrit sur le papier, cela devait avoir un sens politique. Autant que pouvait en juger Winston, il y avait 2 possibilités. L'une, la plus vraisemblable, était que la fille fût, comme il l'avait justement craint, un agent de la police de la pensée. Il ne comprenait pas pourquoi la police de la pensée choisissait une telle manière de délivrer ses messages, mais elle avait peut-être ses raisons. La chose écrite sur le papier pouvait être une menace, une convocation, un ordre de suicide, un traquenard quelconque. Mais il y avait une autre possibilité, plus folle,
qui lui faisait relever la tête, bien qu'il essayât, mais vainement, de n'y pas penser. C'était que le message ne vint pas de la police de la pensée, mais de quelque organisation clandestine. Peut-être la fraternité existait-elle, après tout. Peut-être la fille en faisait-elle partie. L'idée était sans aucun doute absurde, mais elle lui avait jailli dans l'esprit à l'instant même où il avait senti dans sa main le fragment de papier. Ce n'est que 2 minutes plus tard que l'autre explication, la plus vraisemblable, lui était venue à l'idée. Et même en cet instant, alors que son intelligence lui disait que le message représentait, signifiait la mort, il n'y croyait pas, et l'espoir déraisonnable persistait. Son cœur battait. Il arrivait difficilement à empêcher sa voix de trembler, tandis qu'il murmurait des chiffres au phonoscript. Il fit un rouleau de toute l'alias de son travail et la glissa dans le tube pneumatique. 8 minutes s'étaient écoulées. Il ajusta ses lunettes sur son nez, soupira, et rapprocha de lui le paquet de travail suivant sur lequel se trouvait le fragment de papier. Il le mit à plat. D'une haute écriture informe, ces mots étaient tracés. « Je vous aime ». Pendant quelques secondes, il fut trop abasourdi, même pour jeter le papier incriminé dans le trou de mémoire. Quand il le fit, bien qu'il sût fort bien le danger de montrer trop d'intérêt, il ne put résister à la tentation de le lire encore, juste pour s'assurer qu'il avait bien lu. Durant le reste de la matinée, il lui fut très difficile de travailler. Cacher son agitation au télécran était plus difficile encore que de concentrer son attention sur une série de travaux minutieux. Il sentait comme du feu lui brûler les entrailles. Le déjeuner dans la cantine chaude, bondée de gens, pleine de bruit, fut un supplice. Il avait espéré être seul un moment pendant l'heure du déjeuner, mais la mauvaise chance voulut que cet imbécile de Parsons s'assit lourdement à côté de lui. L'odeur de sa sueur dominait presque l'odeur métallique du ragoût, et il déversa un flot de paroles au sujet des préparatifs faits pour la semaine de la haine. Il était particulièrement enthousiaste au sujet d'une reproduction en papier mâché de la tête de Big Brother, de 2 mètres de large. Elle était fabriquée pour l'occasion par la troupe d'espions à laquelle appartenait sa fille. L'irritant était que, dans le vacarme des voix, Winston pouvait à peine entendre ce que disait Parsons, et devait constamment lui demander de répéter quelques sottes remarques. Il entrevit une fois seulement la fille qui se trouvait assise à une table, avec 2 autres filles semblables, à l'autre bout de la salle. Elle ne parut pas l'avoir vue, et il ne regarda pas dans sa direction. L'après-midi fut plus supportable. Immédiatement après le déjeuner, il lui arriva un travail difficile et délicat qui l'occupa plusieurs heures, et pour lequel il dut mettre de côté tout le reste. Il consistait à falsifier une série d'exposés sur la production qu'il y avait 2 ans, de façon à jeter le discrédit sur un membre éminent du parti intérieur qui était actuellement en disgrâce. C'était un genre de travail dans lequel il était bon, et pendant plus de 2 heures, il réussit à chasser complètement la fille de sa pensée. Puis le souvenir de son visage lui revint, et avec lui, un désir lancinant, intolérable d'être seul. La soirée était une de celles qu'il passait au centre communautaire. Il engloutit un autre repas sans goût à la cantine, se dépêcha de se rendre au centre, prit part à la solennelle niaiserie d'une discussion de groupe, joua 2 parties de ping-pong, avala plusieurs verres de gin et lut pendant une demi-heure un livre intitulé « Rapport entre l'Anxos et les échecs ». L'ennui lui contractait l'âme, mais pour une fois, il n'avait pas éprouvé le désir d'esquiver sa soirée au centre. À la vue des mots « Je vous aime », le désir de rester en vie avait jailli en lui, et prendre des risques secondaires lui avait soudain paru stupide. Il ne put réfléchir d'une manière suivie qu'après 11 heures du soir, chez lui et au lit, dans la sécurité de l'ombre qui fait que l'on n'a même pas à craindre le télécran, pourvu que l'on demeure silencieux. C'était un problème matériel qu'il avait à résoudre. Comment toucher la fille et arranger une rencontre? Il ne pensait plus à la possibilité qu'il pût y avoir là, pour lui, une sorte de piège. Il savait qu'il n'en était rien, à cause de l'agitation réelle qu'elle avait montrée en lui remettant le papier. Visiblement, elle avait été effrayée, et hors d'elle autant qu'elle pouvait l'être. L'idée de refuser ses avances ne lui traversa même pas l'esprit non plus. 5 jours auparavant seulement, il avait envisagé de lui écraser la tête sous un pavé. Mais cela n'avait aucune importance. Il pensa à son corps jeune et nu,
comme il l'avait vue dans son rêve. Il avait cru qu'elle était une sotte comme les autres, que sa tête était farcie de mensonges et de haine, que ses entrailles étaient glacées. Une sorte de fièvre le saisit à l'idée qu'il pourrait la perdre, que son jeune corps blanc pourrait s'éloigner de lui. Ce qu'il craignait le plus, c'est qu'elle changeât simplement d'idée s'il ne la rencontrait rapidement. Mais la difficulté matérielle de se rencontrer était énorme. C'était essayer de bouger un pion aux échecs alors qu'on est déjà échec et mat. Quelque chemin que l'on prit, on avait le télécran devant soi. En réalité, toutes les manières possibles de communiquer avec elle lui étaient passées par l'esprit moins de 5 minutes après avoir lu la note. Mais maintenant qu'il avait le temps de réfléchir, il les examina l'une après l'autre comme une rangée d'instruments qu'il disposerait sur une table. Le genre de rencontre qui avait eu lieu le matin ne pouvait évidemment se répéter. Si elle travaillait au commissariat aux archives, cela aurait pu être relativement simple. Mais il n'avait qu'une vague idée de la situation dans l'édifice du commissariat au roman. Il n'avait aucun prétexte pour s'y rendre. S'il savait où elle habitait et à quelle heure elle laissait son travail, il aurait pu s'arranger pour la rencontrer quelque part sur le chemin du retour. Mais essayer de la suivre chez elle était imprudent, car il faudrait traîner aux alentours du ministère, ce qui pourrait être remarqué. Lui envoyer une lettre par la poste était hors de question. Suivant une routine qui n'était même pas un secret, toutes les lettres étaient ouvertes en route. Peu de gens actuellement écrivaient des lettres. Pour les messages qu'on avait parfois besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases, et l'on biffait celles qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse, il ne savait pas le nom de la fille. Il décida finalement que l'endroit le plus sûr était la cantine. S'il pouvait la voir seule à une table, quelque part au milieu de la pièce, pas trop près des télécrans, avec un bourdonnement suffisant de conversation tout autour, et que ces conditions soient réunies pendant, disons, 30 secondes, il pourrait peut-être échanger avec elle quelques mots. La vie, après cela, fut pendant une semaine comme un rêve agité. Le jour suivant, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il la laissait. Le coup de sifflet avait déjà retenti. Ses heures de travail avaient peut-être changé. Ils se croisèrent sans un regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine à l'heure habituelle, mais avec 3 autres filles, et immédiatement sous un télécran. Puis, pendant 3 horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Il sembla à Winston qu'il souffrait, d'esprit et de corps, d'une insupportable sensibilité, d'une sorte de transparence qui faisait de chaque mouvement, de chaque son, de chaque contact, de chaque mot qu'il devait prononcer ou écouter, une agonie. Même en dormant, il ne pouvait échapper complètement au visage de la fille. Ces jours-là, il ne toucha pas à son journal. Il ne trouvait de soulagement, quand il en avait un, que dans son travail. Parfois, il pouvait oublier pendant 10 minutes d'affilée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Il ne pouvait faire d'enquête. Elle avait pu être vaporisée. Elle avait pu se suicider. Elle avait pu être transférée à l'autre bout de l'Océania. Pire, et plus probablement, elle avait simplement pu changer d'idée et décider de l'éviter. Le jour suivant, elle reparut. Son bras n'était plus en écharpe, et elle avait une bande de diachylon autour du poignet. Le soulagement qu'il éprouva à la voir fut si grand qu'il ne put s'empêcher de la regarder en face plusieurs secondes. Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Quand il entra dans la cantine, elle était assise à une table assez loin du mur et était absolument seule. Il était tôt et la cantine n'était pas comble. La queue avançait et Winston était presque au comptoir. Le mouvement fut arrêté 1 minute par quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers sa table. Il se dirigeait comme par hasard dans sa direction, en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à 3 mètres de lui. En 2 secondes, il y serait. Une voix derrière lui appela « Smith !» Il fit semblant de ne pas entendre. « Smith !» répéta la voix plus haut. C'était inutile. Il se retourna. Un jeune homme blond, au visage inintelligent, nommé Wilshire, qu'il connaissait à peine, l'invitait avec un sourire à occuper une place libre à sa table. Il était imprudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. Cela se remarquerait trop.
Il s'assit avec un sourire amical. Le blond au visage inintelligent sourit largement en le regardant. Winston, dans une hallucination, se vit lui lançant une pioche en plein visage. La table de la fille, quelques minutes plus tard, était complètement occupée. Mais elle devait l'avoir vue se diriger vers elle, et peut-être agirait-elle en conséquence. Le jour d'après, il eut soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit, et de nouveau seule. Winston était précédé dans la queue par un petit homme scarabée au mouvement rapide, au visage plat, aux yeux minuscules et soupçonneux. Tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau, il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir de nouveau tomba. Il y avait une place libre à une table plus éloignée, mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il y eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé, les 4 fers en l'air. Son plateau lui avait échappé et 2 ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied avec un regard méchant à l'adresse de Winston, qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croc en jambe. Mais il n'en était rien. 5 secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regarda pas. Il délesta son plateau et commença à manger. Il fallait surtout parler tout de suite, avant que personne ne vînt, mais une terrible frayeur s'était emparée de lui. 1 semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait approché. Elle pouvait avoir changé. Elle devait avoir changé. Il était impossible que cette affaire puisse se terminer avec succès. De telles choses ne se passent pas dans la vie réelle. Il aurait complètement flanché et n'aurait pas parlé s'il n'avait à ce moment vu Amplefort, le poète aux oreilles poilues, qui errait mollement à travers la salle avec un plateau à la recherche d'une place libre. Amplefort, à sa manière vague, était attaché à Winston et s'assierait certainement à sa table s'il l'apercevait. Il restait peut-être 1 minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous deux sans broncher. La substance qu'ils avalaient était un ragoût clair, plutôt une soupe de haricots. Winston se mit à murmurer tout bas. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substances liquides et, entre les cuillerées, échangeaient les quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. « À quelle heure laissez-vous le travail ?»« À 6h30. »« Où pouvons-nous nous rencontrer ?»« Au square de la Victoire, près du monument. Il y a plein de télécrans. Cela n'a pas d'importance, s'il y a foule. Me ferez-vous signe ? Non. Ne vous approchez de moi que lorsque vous me verrez parmi un tas de gens. Et ne me regardez pas. Tenez-vous seulement près de moi. À quelle heure ? À 7h. Entendu. Amplefort ne vit pas Winston et s'assit à une autre table. Ils ne parlèrent plus, et autant que cela était possible à 2 personnes assises en face l'une de l'autre à la même table, ils ne se regardèrent pas. La fille termina rapidement son repas et s'en alla, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouva au square de la Victoire avant le moment fixé. Il se promena autour du socle de l'énorme colonne cannelée, au sommet de laquelle la statue de Big Brother regardait vers le sud les cieux où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens, qui étaient, quelques années plus tôt, des aéroplanes estasiens, dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne, se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. 5 minutes après l'heure fixée, la fille n'était pas encore arrivée. L'angoisse terrible s'empara de nouveau de Winston. Elle ne venait pas. Elle avait changé d'idée. Il se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouva un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin, dont les cloches, quand elle en avait, avaient carillonné « Tu me dois 3 farthings ». Il vit alors la fille debout au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du fronton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre, et il y eut quelque part sur la gauche un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument,
et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui en temps normal était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille. Mais le chemin était fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant, s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les deux hanches musclées. Puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule. Tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions portant, dressés à chaque point des gardes au visage de bois, armés de mitrailleuses, descendait lentement la rue. Dans les camions, de petits hommes jaunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leurs tristes visages mongols, absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords des camions. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent, chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix, sans expression, les lèvres bougeant à peine, d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. « Entendez-vous ? Oui. Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi ? Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. » Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre. Un trajet en chemin de fer d'une demi-heure, au sortir de la station tourner à gauche, marcher sur la route pendant 2 kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans des buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. « Pourrez-vous vous souvenir de tout cela ?» murmura-t-elle à la fin. « Oui. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. Et la porte n'a pas de barre supérieure. » « Oui. Quelle heure ?» « À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ? Oui. Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. Elle n'avait pas besoin de le lui dire. Mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule. Les camions défilaient encore, et les gens insatiables regardaient bouche bée. Il y avait eu au début quelques huées et quelques coups de sifflet, mais ils venaient de membres du parti qui étaient dans la foule et s'étaient bientôt arrêtés. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On ne les voyait littéralement jamais, si ce n'était sous l'aspect de prisonniers, et même alors, on n'en avait jamais qu'une vision fugitive. Personne ne savait non plus ce qu'il advenait d'eux. On ne connaissait que le sort de ceux qui étaient pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissaient simplement. Ils étaient probablement envoyés dans des camps de travail. Au rond visage mongol avaient succédé des visages d'un type plus européen, sales, couverts de barbe et épuisés. Au-dessus de pommettes broussailleuses, les yeux plongeaient leur éclair dans ceux de Winston, parfois avec une étrange intensité, puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston put voir un homme âgé, au visage recouvert d'une masse de poils gris, qui se tenait debout, les mains croisées en avant, comme s'il était habitué à les avoir attachés. Il était presque temps que Winston et la fille se séparent. Mais au dernier moment, pendant qu'ils étaient encore cernés par la foule, la main de la fille chercha celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dura pas 10 secondes.
et cependant il sembla à Winston que leurs mains étaient restées longtemps jointes. Il eut le temps d'étudier tous les détails de sa main. Il explora les doigts longs, les ongles bombés, les paumes durcies par le travail avec ses lignes calleuses et la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns. Mais les gens qui ont des cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête et la regarder eût été une inconcevable folie. Les mains nouées l'une à l'autre, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux, et ce furent, au lieu des yeux de la fille, les yeux du prisonnier âgé qui, enfoui dans un nid de barbe, se fixèrent, lugubres, sur Winston. Winston retrouva son chemin le long du sentier, à travers des taches d'ombre et de lumière. Là où les buissons s'écartaient, il marchait d'un pas allongé dans des flaques d'or. À sa gauche, sous les arbres, le sol était couvert d'un voile de jacinthe. On sentait sur la peau la caresse de l'air. C'était le 2 mai. De quelque part, au fond du bois épais, venait le recoulement des ramiers. Il était un peu en avance. Il n'y avait pas eu de difficulté pour le voyage, et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télécran. Mais il y avait toujours le danger de microphones cachés, par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile, en outre, de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elle rencontrait, et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue. Et, sorti de la gare, il s'était assuré en chemin, par de prudents regards jetés en arrière, qu'il n'était pas suivi. Le train était bondé de prolétaires mis en humeur de vacances par la douceur du temps. La voiture au siège de bois dans laquelle il voyagea était plus que remplie par une seule énorme famille, qui allait d'une arrière-grand-mère édentée à un bébé d'1 mois. Elle allait passer l'après-midi à la campagne, chez des beaux-parents, et essayer d'obtenir, ainsi qu'on l'expliqua ouvertement à Winston, un peu de beurre au marché noir. Le sentier s'élargit, et en 1 minute, il arriva au chemin qu'elle lui avait indiqué, simple route à bestiaux qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait être déjà 3 heures. Les jacinthes étaient si nombreuses qu'il était impossible de ne pas les fouler aux pieds. Il s'agenouilla et se mit à en cueillir quelques-unes, en partie pour passer le temps, en partie avec l'idée qu'il aimerait avoir une gerbe de fleurs à offrir à la fille quand ils se rencontreraient. Il avait cueilli un gros bouquet et respirait leur étrange parfum légèrement fade, quand un bruit derrière lui le glaça. C'était, à n'en pas douter, le craquement du bois sec sous un pied. Il continua à cueillir des jacinthes. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Ce pouvait être la fille. Il se pouvait aussi qu'il eût été suivi. Regarder autour de lui, c'était prendre une attitude coupable. Il cueillit une fleur, puis une autre. Une main s'appuya légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, lui enjoignant ainsi de rester silencieux, puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. Visiblement, elle était déjà venue là, car elle évitait les fondrières comme si elle en avait l'habitude. Winston suivit, le bouquet de fleurs serré dans la main. Sa première impression fut une impression de soulagement. Mais tandis qu'il regardait le corps mince et vigoureux qui se déplaçait devant lui, la ceinture écarlate, juste assez serrée pour faire ressortir la courbe des hanches, le sens de sa propre infériorité lui pesa lourdement. Même à ce moment, il lui semblait qu'elle pourrait après tout reculer, lorsqu'elle se retournerait et le regarderait. La douceur de l'air et le vert des feuilles le décourageaient. Déjà, sur le chemin qui partait de la gare, il s'était senti sale et rabougri sous le soleil de mai. Il avait l'impression d'être une créature d'appartement avec, dans les pores, la poussière fuligineuse et la suie de Londres. Il pensa que jusqu'alors, elle ne l'avait probablement jamais vu au dehors, en plein jour. Ils arrivèrent à l'arbre tombé dont elle avait parlé.
La fille l'enjamba et écarta les buissons entre lesquels il ne semblait pas y avoir de passage. Quand Winston la rejoignit, il vit qu'il se trouvait dans une clairière naturelle, un petit monticule herbeux entouré de jeunes arbres de haute taille qui l'isolaient complètement. La fille s'arrêta et se retourna. « Nous y sommes, » dit-elle. Il était en face d'elle à plusieurs pas de distance. Il n'avait pas encore osé se rapprocher d'elle. « Je ne voulais rien dire dans le sentier, » continua-t-elle, pour le cas où il y aurait eu un Mikado caché. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais il y aurait pu en avoir. On peut toujours craindre que l'un de ces cochons reconnaisse votre voix. Mais ici, nous sommes en sécurité. Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. Il répéta stupidement, « Nous sommes en sécurité ici ?»« Oui, voyez les arbres. » C'étaient de petits sorbiers qui avaient été abattus, puis avaient repoussé et envoyé une forêt de tiges dont aucune n'était plus grosse qu'un poignet. Il n'y a rien d'assez épais pour cacher un Mikado. En outre, je suis déjà venu ici. Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main. « Le croiriez-vous » dit-il. « Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. » Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. « Maintenant que vous avez vu ce que je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ?»« Oui, facilement. J'ai 39 ans, j'ai une femme avec laquelle je ne puis divorcer, j'ai des varices, j'ai 5 fausses dents. Cela ne pourrait pas m'être plus égal, dit-elle. La minute d'après, il serait difficile de dire lequel en avait pris l'initiative, elle était dans ses bras. Il n'éprouva tout d'abord qu'une impression de complète incrédulité. Le jeune corps était pressé contre le sien, la masse des cheveux noirs était contre son visage. Eh oui, elle relevait la tête et il embrassait la large bouche rouge. Elle lui avait entouré le cou de ses bras et l'appelait chérie, amour, bien-aimé. Il l'étendit sur le sol. Elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité est qu'il n'éprouvait aucune sensation, sauf celle de simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux de ce qui se passait, mais n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt. Sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé, ou bien il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui entoura la taille de son bras. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout l'après-midi. Est-ce que ce n'est pas une splendide cachette? Je l'ai trouvée un jour que je me suis égaré au cours d'une randonnée. S'il venait quelqu'un, on pourrait l'entendre d'une distance de 100 mètres. »« Comment vous appelez-vous » demanda Winston. « Julia. Je connais votre nom. C'est Winston. Winston Smith. »« Comment l'avez-vous appris ?»« Je crois, chérie, que j'ai plus d'adresse que vous pour découvrir les choses. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de moi avant le jour où je vous ai remis mon bout de billet ?» Il ne fut nullement tenté de lui mentir. Commencer par avouer le pire était même une sorte d'holocauste à l'amour. « Je détestais vous voir, » répondit-il. « J'aurais voulu vous enlever et vous tuer. Il y a 2 semaines, j'ai sérieusement songé à vous écraser la tête sous un pavé. Si vous voulez réellement savoir, j'imaginais que vous aviez quelque chose à voir avec la police de la pensée. » La fille rit joyeusement. Elle prenait évidemment cette déclaration pour un tribut à la perfection de son déguisement. « La police de la pensée ? Vous n'avez pas réellement pensé cela ? Eh bien, peut-être pas exactement. Mais à cause de votre apparence générale, simplement parce que vous êtes jeune, fraîche et saine, vous comprenez, je pensais que, probablement... Vous pensiez que j'étais un membre loyal du parti, pur en parole et en acte. Bannières, processions, slogans, jeux, sorties collectives, toute la marmelade.
Et vous pensiez que, si j'avais le quart d'une occasion, je vous dénoncerais comme criminel par la pensée, et vous ferais tuer. Oui, quelque chose comme cela. Un grand nombre de jeunes filles sont ainsi, vous savez. C'est cette maudite ceinture qui en est cause, dit-elle en arrachant de sa taille la ceinture rouge de la Ligue antisexe des juniors, et en la lançant sur une branche. Puis, comme si de toucher sa ceinture lui avait rappelé quelque chose, elle fouilla la poche de sa blouse et en tira une petite tablette de chocolat. Elle la cassa en deux et en donna une part à Winston. Avant même qu'il l'eût prise, le parfum lui avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de chocolat ordinaire. Celui-ci était sombre et brillant, enveloppé de papier d'étain. Le chocolat était normalement une substance friable d'un brun terne, qui avait, autant qu'on pouvait le décrire, le goût de la fumée d'un feu de détritus. Mais il était arrivé à Winston, il ne savait quand, de goûter à du chocolat semblable à celui que Julia venait de lui donner. La première bouffée du parfum de ce chocolat avait éveillé en lui un souvenir qu'il ne pouvait fixer, mais qui était puissant et troublant. « Où avez-vous eu cela ?» demanda-t-il. « Marché noir, » répondit-elle avec indifférence. « À voir les choses, je suis bien cette sorte de fille. Je suis bonne au jeu. Aux espions, j'étais chef de groupe. 3 soirs par semaine, je fais du travail supplémentaire pour la Ligue antisexe des juniors. J'ai passé des heures et des heures à afficher leurs saloperies dans tout Londres. Dans les processions, je porte toujours un coin de bannière. Je parais toujours de bonne humeur et je n'esquive jamais une corvée. Il faut toujours hurler avec les loups. Voilà ce que je pense. C'est la seule manière d'être en sécurité. » Le premier fragment de chocolat avait fondu sur la langue de Winston. Il avait un goût délicieux. Mais il y avait toujours ce souvenir qui tournait aux limites de sa conscience. Quelque chose ressenti fortement, mais irréductible à une forme définie, comme un objet vu du coin de l'œil. Il l'écarta, conscient seulement qu'il s'agissait du souvenir d'un acte qu'il aurait aimé annuler, mais qu'il ne pouvait annuler. « Vous êtes très jeune, » dit-il. « Vous avez 10 ou 15 ans de moins que moi. Que pouvez-vous trouver de séduisant dans un homme comme moi ? C'est quelque chose dans votre visage. J'ai pensé que je pouvais courir ma chance. Je suis habile à dépister les gens qui n'en sont pas. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez contre lui. » Lui, apparemment, désignait le parti, et surtout le parti intérieur dont elle parlait ouvertement, avec une haine ironique qui mettait Winston mal à l'aise, bien qu'il sût que s'il y avait un lieu où il pouvait être en sécurité, c'était celui où il se trouvait. Quelque chose l'étonnait en elle. C'était la grossièreté de son langage. Les membres du parti étaient censés ne pas jurer, et Winston lui-même jurait rarement, en tout cas pas tout haut. Julia, elle, semblait incapable de parler du parti, spécialement du parti intérieur, sans employer le genre de mots que l'on voit écrits à la craie dans les ruelles suintantes. Il ne détestait pas cela. Ce n'était qu'un symptôme de sa révolte contre le parti et ses procédés. Cela semblait en quelque sorte naturel et sain, comme l'éternuement d'un cheval à l'odeur d'un foin mauvais. Ils avaient laissé la clairière et erraient à travers des taches d'ombre et de lumière. Ils mettaient chacun le bras autour de la taille de l'autre dès qu'il y avait assez de place pour marcher 2 de front. Il remarqua combien sa taille paraissait plus souple, maintenant qu'elle avait enlevé la ceinture. Leur voix ne s'élevait pas au-dessus du chuchotement. Hors de la clairière, avait dit Julia, il valait mieux y aller doucement. Ils atteignirent la limite du petit bois. Elle l'arrêta. Ne sortez pas à découvert. Il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Nous sommes en sécurité si nous restons derrière les branches. Ils étaient debout à l'ombre d'un buisson de noisetiers. Ils sentaient sur leur visage les rayons encore chauds du soleil qui s'infiltraient à travers d'innombrables feuilles. Winston regarda le champ qui s'étendait plus loin et reçut un choc étrange et lent. Il le reconnaissait. Il l'avait déjà vu. C'était un ancien pâturage tondu de près où s'élevaient çà et là des taupinières et que traversait un sentier sinueux. Dans la haie inégale qui était en face, les branches des ormeaux se balançaient imperceptiblement dans la brise, et leurs feuilles se déplaçaient faiblement, en masse dense, comme une chevelure de femme. Quelque part tout près, sûrement, mais caché à la vue, il devait y avoir un ruisseau formant des étangs verts où nageaient des poissons d'or. N'y a-t-il pas un ruisseau quelque part près d'ici ?
chuchota-t-il. C'est vrai, il y a un ruisseau. Il est exactement au bord du champ voisin. Il y a des poissons dedans, de gros poissons. On peut les voir flotter. Ils font marcher leur queue dans les étangs qui sont sous les saules. C'est presque le pays doré, murmura-t-il. Le pays doré. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un paysage que j'ai parfois vu en rêve. Regardez, chuchota Julia. Une grive s'était posée sur une branche à moins de 5 mètres, presque au niveau de leur visage. Peut-être ne les avait-elle pas vus. Elle était au soleil, eux à l'ombre. Elle ouvrit les ailes, les replia ensuite soigneusement, baissa la tête un moment comme pour rendre hommage au soleil, puis se mit à déverser un flot d'harmonie. Dans le silence de l'après-midi, l'ampleur de la voix était surprenante. Winston et Julia s'accrochèrent l'un à l'autre, fascinés. La musique continuait encore et encore, minute après minute, avec des variations étonnantes qui ne se répétaient jamais, comme si l'oiseau, délibérément, voulait montrer sa virtuosité. Parfois il s'arrêtait quelques secondes, ouvrait les ailes et les refermait, gonflait son jabot tacheté et, de nouveau, faisait éclater son chant. Winston le regardait avec un vague respect. Pour qui? Pourquoi cet oiseau chantait-il? Aucun compagnon, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant? Il se demanda si, après tout, il n'y aurait pas un microphone caché quelque part à côté. Julia et lui n'avaient parlé qu'en chuchotant. Ils n'enregistreraient pas ce qu'ils avaient dit, mais ils enregistreraient le chant de la grive. À l'autre extrémité de l'instrument, peut-être quelque petit homme scarabée écoutait intensément, écoutait cela. Mais le flot de musique balaya par degrés de son esprit toute préoccupation. C'était comme une substance liquide qui se déversait sur lui et se mêlait à la lumière du soleil, filtrant à travers les feuilles. Il cessa de penser et se contenta de sentir. La taille de la fille était douce et chaude au creux de son bras. Il la tourna vers lui, et ils se trouvèrent poitrine contre poitrine. Le corps de Julia semblait se fondre dans le sien. Ils fléchissaient partout comme de l'eau sous les mains. Leurs bouches s'attachèrent l'une à l'autre. C'était tout à fait différent des durs baisers qu'ils avaient échangés plus tôt. Quand ils séparèrent leurs bouches, tous deux soupirèrent profondément. L'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'ailes. Winston approcha ses lèvres de l'oreille de Julia. « Maintenant, chuchota-t-il. « Pas ici, répondit-elle en chuchotant aussi. « Venez sous le couvert, c'est plus sûr. » Ils se faufilèrent rapidement jusqu'à la clairière, en faisant parfois craquer des branches mortes. Quand ils furent à l'intérieur de l'anneau de jeunes arbres, elle se retourna et le regarda. Leur respiration à tous deux était précipitée, mais au coin de la bouche de Julia, le sourire était revenu. Elle le regarda un instant, puis chercha la fermeture éclair de sa combinaison. Ensuite, oui, ce fut presque comme dans le rêve de Winston. D'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé, elle avait arraché ses vêtements, et quand elle les jeta de côté, ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation. Son corps blanc étincelait au soleil, mais durant un instant, il ne regarda pas son corps. Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « As-tu déjà fait cela ?»« Naturellement. Des centaines de fois, allons. Des vingtaines de fois, de toute façon. »« Avec des membres du parti ?»« Oui, toujours avec des membres du parti. »« Avec des membres du parti intérieur ?»« Pas avec ces cochons, non. Mais il y en a des tas qui voudraient, s'ils avaient le quart d'une chance. Ils ne sont pas les petits saints qu'ils veulent se faire croire. » Le cœur de Winston bondit. Elle l'avait fait des vingtaines de fois. Il aurait voulu que ce fût des centaines, des milliers de fois. Tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou. Qui sait?
Peut-être le parti était-il pourri en dessous. Peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité. Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis, comme il l'aurait fait de bon cœur. N'importe quoi qui pût pourrir, affaiblir, miner. Il l'attira vers le sol et ils se trouvèrent à genoux face à face. « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Comprends-tu cela? » « Oui, parfaitement. Je hais la pureté. Je hais la bonté. Je ne voudrais d'aucune vertu nulle part. Je voudrais que tous soient corrompus jusqu'à la moelle. Aimes-tu l'amour? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. J'adore cela. C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre. Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne, mais l'instinct animal, le désir simple et indifférencié. Là était la force qui mettrait le parti en pièces. Il la pressa sur l'herbe, parmi les jacinthes tombées. Cette fois, il n'y eut aucune difficulté. Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale. Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance. Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils avaient tous deux sommeil. Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle. Et presque immédiatement, ils s'endormirent. Ils dormirent environ une demi-heure. Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage couvert de taches, encore calmement endormi, qu'elle avait appuyé sur la paume de sa main. La bouche mise à part, on ne pouvait dire qu'elle fût belle. On voyait une ou deux rides autour des yeux quand on la regardait de près. Les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux. Il pensa qu'il ne savait encore ni son nom, ni son adresse. Le corps jeune et vigoureux, maintenant abandonné dans le sommeil, éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice. Mais la tendresse irréfléchie qu'il avait ressentie pour elle sous le noisetier, pendant que la grive chantait, n'était pas tout à fait revenue. Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc. Dans les jours d'antan, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille, voyait qu'il était désirable, et l'histoire finissait là. Mais on ne pouvait aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. « Nous pourrons revenir ici une fois, » dit Julia. « Généralement, on peut employer une cachette 2 fois sans crainte, mais pas avant 1 mois ou 2, naturellement. » Dès qu'elle se réveilla, son attitude changea. Elle devint alerte et affairée, se rhabilla, attacha à sa taille la ceinture rouge et se mit à organiser les détails de leur retour chez eux. Elle avait visiblement une intelligence pratique qui faisait défaut à Winston. Elle semblait posséder une connaissance approfondie, emmagasinée au cours d'innombrables sorties en commun, de la campagne qui entourait Londres. La route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu et le conduisait à une autre gare. « Ne jamais retourner chez soi par le chemin par lequel on est venu, » dit-elle, comme si elle énonçait un important principe général. Elle devait partir la première et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre. Elle lui avait indiqué un endroit où ils pourraient dans 4 jours se rencontrer après le travail. C'était une rue d'un des quartiers pauvres, dans laquelle il y avait un marché découvert, qui était généralement bruyant et bondé de gens. Elle flânerait parmi les étals et ferait semblant de chercher des lacets de souliers et du fil à repriser. Si elle jugeait que la route était libre, elle se moucherait à son approche. Autrement, il devrait passer sans la reconnaître. Mais avec de la chance, au milieu de la foule, il pourrait parler sans risque 1 quart d'heure et arranger une autre rencontre. « Et maintenant, il me faut partir, » dit-elle, dès qu'il eut compris ses instructions. « J'ai rendez-vous à 7h30. Je dois consacrer 2 heures à la Ligue antisexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose. C'est assommant. Donne-moi un coup de brosse, veux-tu? Ai-je des brindilles dans les cheveux? Tu es sûr que non? Alors au revoir, mon amour. Au revoir. » Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque avec violence. Un instant après, elle écartait les jeunes tiges pour passer
et disparaissait presque sans bruit dans le bois. Il n'avait pas même, au point où il en était, appris son nom et son adresse. Mais cela n'avait aucune importance, car il était inconcevable qu'ils pussent jamais se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite. Le destin fit qu'ils ne retournèrent jamais à la clairière du bois. Pendant le mois de mai, ils ne réussirent qu'une seule fois à faire réellement l'amour. Ce fut dans un autre lieu secret que connaissait Julia, le beffroi d'une église en ruine dans une contrée presque déserte, où une bombe atomique était tombée 30 ans plus tôt. C'était une bonne cachette quand on y était arrivé, mais le voyage était très dangereux. Pour le reste, ils ne pouvaient se rencontrer que dans la rue, en différents endroits chaque soir, et jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Dans la rue, il était d'habitude possible de se parler d'une certaine façon, tandis qu'ils se laissaient emporter par la foule sur les trottoirs, pas tout à fait de front et sans jamais se regarder, ils poursuivaient une curieuse conversation intermittente qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'un phare. Elle était soudain coupée d'un silence par l'approche d'un uniforme du parti ou par la proximité d'un télécran, puis elle reprenait quelques minutes plus tard au milieu d'une phrase pour s'interrompre ensuite brusquement quand ils se séparaient à l'endroit convenu et continuer presque sans introduction le lendemain. Julia paraissait tout à fait habituée à ce genre de conversation qu'elle appelait « parler par raconte ». Elle était aussi étonnamment habile à parler sans bouger les lèvres. Une fois seulement, au cours d'un mois de rencontres journalières, ils s'arrangèrent pour échanger un baiser. Ils descendaient en silence une rue transversale. Julia ne parlait jamais hors des rues principales, quand il se produisit un grondement assourdissant. La terre trembla, l'air s'obscurcit, et Winston se retrouva couché sur le côté, meurtri et terrifié. Une bombe fusée devait être tombée tout près. Il prit soudain conscience du visage de Julia tout près du sien. Il était d'une pâleur de mort, aussi blanc que de la craie. Elle était morte. Il la serra contre lui et se rendit compte qu'il embrassait un visage vivant et chaud. Mais ses lèvres rencontraient une substance poudreuse. Leurs deux visages étaient couverts d'une épaisse couche de plâtre. Il y eut des soirs où, arrivés au rendez-vous, ils devaient se croiser sans un signe, parce qu'une patrouille venait de tourner le coin de la rue, ou qu'un hélicoptère planait au-dessus d'eux. Même si cela avait été moins dangereux, il leur eût été difficile de trouver le temps de se rencontrer. La semaine de travail de Winston était de 60 heures. Celle de Julia était même plus longue, et leurs jours de liberté variaient suivant la presse du moment, et ne coïncidaient pas toujours. Julia, de toute façon, avait rarement une soirée complètement libre. Elle passait un temps incroyable à écouter des conférences, à prendre part à des manifestations, à distribuer de la littérature pour la Ligue antisexe des juniors, à préparer des bannières pour la semaine de la haine, à faire des collectes pour la campagne d'économie, ou à d'autres activités du même genre. Cela payait, disait-elle. C'était du camouflage. Si on respectait les petites règles, on pouvait briser les grandes. Elle entraîna même Winston à engager encore une autre de ses soirées. Il s'enrôla pour un travail de munitions qui était fait à tour de rôle par des volontaires zélés membres du parti. Un soir par semaine, donc, Winston passait 4 heures d'ennui paralysant à visser ensemble de petits bouts de métaux qui étaient probablement des parties de bombes fusées, dans un atelier mal éclairé et plein de courants d'air, où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique des télécrans. Quand ils se rencontrèrent dans le beffroi, les trous de leur conversation fragmentaire furent comblés. C'était par un après-midi flamboyant. Dans la petite chambre carrée qui était au-dessus des cloches, il y avait un air chaud et stagnant où dominait l'odeur de la fiente des pigeons. Pendant des heures, ils restèrent à parler assis sur le parquet poussiéreux.